Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une question absolument centrale, un dilemme qui est vraiment au cœur du projet européen depuis ses origines. C'est une tension qu'il faut absolument comprendre pour le bac, parce qu'en fait, elle est la clé pour décrypter la plupart des politiques de l'Union. Alors, la problématique qu'on va explorer, c'est la suivante. Comment l'Union européenne arrive-t-elle à concilier deux ambitions qui peuvent paraître contradictoires ? D'un côté, être une puissance économique de premier plan, ultra compétitive à l'échelle mondiale, et de l'autre, garantir une solidarité forte entre ces territoires pour que personne, aucune région ne soit laissée de côté. C'est cette recherche d'équilibre, parfois quasi impossible, qui est vraiment le moteur de toutes les décisions européennes. Pour bien décortiquer ce sujet, on va suivre un plan très simple. Dans un premier temps, on va examiner le premier moteur, la compétitivité. Ensuite, on s'intéressera au second, la cohésion. Puis on verra là où ça frotte, les zones de friction entre ces deux logiques. Et on terminera avec une synthèse méthodologique, une sorte de boîte à outils pour bien préparer l'épreuve du bac. Allez, on commence. Première partie donc. Penchons-nous sur ce premier grand objectif de l'Union, la compétitivité. Il s'agit ici de comprendre la volonté de l'UE de s'affirmer comme un acteur économique incontournable sur la scène internationale. Et la pièce maîtresse de cette stratégie de compétitivité, c'est bien sûr le marché unique. Le principe fondateur, c'est de faire tomber les barrières économiques entre les États membres. L'objectif, c'est de créer un grand espace de concurrence. La théorie derrière ça, c'est que cette mise en concurrence va stimuler l'innovation, la croissance et, au final, bénéficier aux consommateurs avec des prix plus bas. Cette citation du journal Le Monde est très éclairante. Elle nous montre bien l'idéologie, la philosophie économique qui sous-tend cette démarche. C'est une approche d'inspiration libérale qui considère les monopoles d'État, comme l'étaient les chemins de fer par exemple, comme des freins à l'efficacité économique. C'est cette logique qui va pousser à l'ouverture à la concurrence de nombreux secteurs. Prenons l'exemple concret de la SNCF. C'est un cas d'école pour comprendre ce changement. D'un côté, on avait le modèle du monopole d'État, fondé sur une logique de service public. L'idée était d'assurer une desserte du territoire, même pour les lignes non rentables, mais jugées nécessaires. De l'autre côté, le modèle promu par l'UE, celui de la concurrence ouverte. L'objectif ici est différent. On cherche à faire baisser les prix et à stimuler l'innovation en permettant à des opérateurs privés de concurrencer l'opérateur historique. On passe d'une logique de service à une logique de marché. Voilà pour le premier moteur. Mais l'Union européenne, ce n'est pas que la compétition. Il y a un deuxième grand impératif qui vient contrebalancer le premier, la cohésion. C'est l'idée qu'il faut absolument veiller à ne laisser aucun territoire à la traîne. Et cet impératif a un nom officiel, c'est la politique de cohésion. La définition est à connaître par cœur pour le bac. Il s'agit d'une politique de solidarité qui vise à réduire les inégalités de développement entre les régions de l'Union. Le but ultime, c'est ce qu'on appelle la convergence, aider les régions les plus pauvres à rattraper leur retard sur les plus riches. Et ce n'est pas du tout anecdotique, loin de là. Pour s'en convaincre, il suffit de regarder le budget alloué, 442 milliards d'euros pour la période 2021-2027. Pour mettre ça en perspective, ça représente environ un tiers du budget total de l'Union européenne. On voit donc bien que la cohésion est une priorité politique majeure, traduite par des moyens financiers considérables. Alors, comment cet argent est-il utilisé concrètement ? Via plusieurs grands fonds structurels. Il faut en connaître les principaux. D'abord, le FEDER, le Fonds européen de développement régional, qui finance des infrastructures pour corriger les déséquilibres entre régions. Ensuite, le FSE, le Fonds social européen, qui est plus axé sur l'humain, l'emploi, la formation, l'inclusion sociale. Et enfin, le Fonds de cohésion, qui est spécifiquement destiné aux États membres dont le revenu national brut par habitant est inférieur à 90% de la moyenne de l'Union. Maîtriser ces sigles et leurs fonctions, c'est un vrai plus dans une copie. Bon, maintenant qu'on a bien défini nos deux moteurs, d'un côté la compétitivité, de l'autre la cohésion, on va pouvoir entrer dans le cœur de la problématique. Que se passe-t-il quand ces deux logiques s'affrontent sur le terrain ? C'est là que l'analyse géographique prend tout son sens. Un premier exemple très parlant, c'est celui des réseaux transeuropéens de transport. L'objectif de ces grands projets d'infrastructure est clair. Il s'agit d'améliorer la compétitivité de l'Union en fluidifiant les échanges entre les grands pôles économiques. Mais la réalité du terrain est souvent plus complexe et peut entrer en conflit avec les populations locales. Le projet de liaison ferroviaire Lyon-Turin est l'exemple parfait de cette tension. Pour les partisans du projet, c'est un maillon essentiel d'un grand corridor européen, indispensable pour le commerce et la compétitivité du continent. Mais à l'échelle locale, la perception est très différente. Le mouvement d'opposition, connu sous le nom de NOTAV, met en avant le coût financier et écologique exorbitant du projet et dénonce un projet décidé d'en haut, sans tenir compte des impacts sur le territoire et ses habitants. On a là une confrontation directe entre une logique de compétitivité à l'échelle européenne et des enjeux de cohésion à l'échelle locale. Changeons maintenant d'échelle et d'exemple pour aborder le cas d'un État membre, la Bulgarie.
Son intégration dans l'Union européenne en 2007 est très intéressante pour observer comment un pays tente de trouver sa place entre ses exigences de compétitivité et les défis de la cohésion interne. En effet, la Bulgarie présente une économie à 2 vitesses. C'est assez frappant. D'un côté, elle a des atouts indéniables pour la compétitivité. Une main-d'œuvre qualifiée et peu coûteuse qui attire les investissements directs étrangers, notamment dans le secteur des technologies à Sofia. Mais de l'autre côté, les faiblesses en matière de cohésion sont criantes. Les salaires figurent parmi les plus bas de l'UE, ce qui entraîne une fuite des cerveaux, un exode des jeunes qualifiés vers l'ouest de l'Europe et aggrave le déclin démographique du pays. On voit ici comment un atout compétitif peut en réalité menacer la cohésion sociale et territoriale à long terme. Cette citation de l'économiste bulgare Vanga Grigorova est très forte et elle nous amène à un concept essentiel à maîtriser, celui de dumping social. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quand un pays utilise de faibles salaires et une faible protection sociale comme un argument pour attirer des entreprises et être plus compétitif que ses voisins. C'est une critique très vive qui souligne le risque d'une course vers le bas en matière de droits sociaux au nom de la compétitivité économique. Bien, on a vu le fond, les notions, les exemples. Maintenant, passons à la partie méthodologie. Comment mobiliser toutes ces connaissances de manière efficace le jour de l'épreuve? On va voir ensemble les outils indispensables pour réussir. Premier élément fondamental, la précision du vocabulaire. Utiliser les termes justes et savoir les définir, c'est ce qui distingue une bonne copie d'une copie moyenne. Le dumping social, on vient d'en parler. Une eurorégion, c'est un excellent exemple concret de coopération transfrontalière qui vise à renforcer la cohésion. La convergence, on l'a dit, c'est le but de la politique de cohésion. Il faut vraiment s'approprier ces termes. Passons maintenant à la méthodologie de l'étude de documents. C'est une épreuve reine au bac. Il y a une méthode en 5 étapes qu'il faut appliquer systématiquement. 1. On identifie la nature, l'auteur, la source du document. 2. On le contextualise, c'est-à-dire qu'on le situe dans son contexte historique et géographique. 3. On décrit ce que l'on voit, on prélève les informations pertinentes sans les interpréter. Ce n'est qu'à la 4e étape qu'on analyse, qu'on explique le pourquoi du comment. Et enfin, l'étape cruciale, la 5e, on critique le document, on en montre l'intérêt, mais aussi les limites, les partis pris. C'est cette dernière étape qui fait vraiment la différence. Pour finir sur la méthode, quelques erreurs classiques à éviter absolument. Le piège numéro 1, c'est la paraphrase, se contenter de redire ce que dit le document. Non, il faut l'analyser. Autre erreur fréquente, oublier de définir les concepts clés. Il faut aussi toujours s'appuyer sur des exemples précis, ceux qu'on a vus ou d'autres. Et surtout, ne jamais oublier la dimension critique. Un document n'est jamais neutre. Et enfin, la règle d'or, une conclusion doit toujours répondre explicitement à la problématique que l'on a posée en introduction. En conclusion, que faut-il retenir de tout ça? L'idée principale, c'est que la nature profonde de l'Union européenne se trouve précisément dans cette tension permanente. Sa force, ce n'est peut-être pas de choisir un camp contre l'autre, mais plutôt d'être dans cette recherche constante, et souvent compliquée, d'un point d'équilibre entre l'impératif de compétitivité et l'exigence de cohésion. Et je terminerai avec une question ouverte. Une question qui pourrait d'ailleurs faire une excellente ouverture dans une conclusion de composition. Finalement, cette tension perpétuelle entre la logique de marché et la solidarité sociale, faut-il la voir comme une faiblesse structurelle de l'Union européenne ou au contraire comme le véritable moteur qui la pousse à innover et à construire jour après jour un modèle politique et économique original? La question reste ouverte. Merci pour votre attention et bonne révision.